Bonjour, bienvenue au balado Le système scolaire québécois en 12 regards, un balado qui s'intéresse aux fondements, aux rouages et aux enjeux que soulève le système scolaire québécois. Je me nomme Olivier Lemieux, je suis politologue et historien de formation et professeur en administration et politique de l'éducation au campus de Lévis de l'Université du Québec à Rimouski. Je suis accompagné dans le cadre de ce balado par Frédéric Deschenaux, lui aussi professeur à l'Université du Québec à Rimouski, pour sa part spécialiste en sociologie de l'éducation. Dernier épisode, Frédéric, comment tu te sens? Déjà, un peu nostalgique, presque de la fin de ce beau projet. Au fil des derniers mois et des dernières semaines, nous avons eu le bonheur de recevoir des historiennes et historiens, sociologues, anthropologues, politologues, philosophes, communicologues, psychologues et économistes aborder avec nous une multitude d'enjeux et de thèmes au cœur du système scolaire québécois. À l'issue de toute cette démarche, je serais curieux de savoir ce que tu retiens de la multiplication des regards disciplinaires sur le système scolaire auquel nous avons été témoins au cours de la dernière saison, Frédéric. Ça a été... en fait, il y a une phrase de Gaston Bachelard qui me vient en tête qui dit « La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. » Puis moi, je trouve qu'en multipliant les regards, on a projeté différentes lumières, puis on a, je pense, limité les zones d'ombre sur le système scolaire. Il en persiste, bien entendu, parce que c'est quand même un système très complexe, le système scolaire. Donc, il y a quand même... je pense que notre démarche a peut-être cette originalité-là ou ce mérite-là de croiser les regards, parce qu'il y a plusieurs auteurs, je pense à Bernard Lahire en sociologie, qui déplorent la surspécialisation de chaque domaine en sciences, que c'est rendu qu'on est spécialiste d'une petite affaire. Mais là, de prendre le système scolaire comme objet et de le regarder de différents angles, ça nous fait, je pense que ça ne fait qu'enrichir notre perspective, là. Absolument. J'ai un ancien professeur en Sciences Po à Sherbrooke, Jean-Hermann Gay, qui faisait souvent appel à une image d'Edmond Husserl, qui brandissait en fait un cube pour montrer intuitivement à ses interlocuteurs que, quelle que soit l'angle qu'il lui est donné, on ne voit toujours que trois faces, hein? Donc lorsqu'on le regarde de côté, le cube. Et en bout de ligne, avec la multidisciplinarité, eh bien, c'est comme si on se permettait de faire tourner le cube ou encore de tourner autour du cube pour voir toutes les faces d'un objet d'étude. Donc, pour moi, c'est les différents regards auxquels on a assisté, qui nous ont été communiqués au cours des derniers mois, permettent de voir à quel point, bien sûr, l'objet éducation ou encore l'objet système d'éducation est riche, est complexe et en bout de ligne, qu'on ne peut pas se réduire à un seul regard, par exemple pédagogique, didactique ou autre, pour le saisir. En effet, puis on sait que c'est pas pour parler en mal de nos collègues pédagogues ou didacticiennes, mais... Bien sûr. Bien sûr. Mais il y a quand, comme tu dis, quand on regarde le système scolaire uniquement sous cet angle-là, sous l'angle de ce qui se passe en classe, on vient peut-être à perdre certains éléments. On a eu plusieurs invités qui ont justement abordé des éléments qui sont moins couramment enseignés dans les cours de pédagogie ou de didactique, mais qui n'en sont pas moins pertinents, là. Absolument, absolument. Et justement, lorsqu'on passe à ces regards-là, qu'est-ce qu'ils nous ont appris, à ton avis, au cours de l'année? Je veux dire, tous les deux, on se situe du côté des chercheurs en fondement ou encore en administration et politique. On évolue dans le milieu universitaire. C'est notre travail de faire de la recherche sur le système, de le comprendre, etc. Malgré tout, moi, j'ai l'impression tout de même d'avoir tiré quelques apprentissages des rencontres qu'on a eues. Toi, de ton côté? C'est certain, parce que c'est ça, le fait d'avoir accès à des disciplines que l'on côtoie peut-être un peu moins, ça vient nous... Évidemment, c'est sûr que ça vient enrichir, puis ça nous amène de nouvelles perspectives.
quand on regarde le système scolaire, ne serait-ce que sous l'angle sociologique, pour prendre celui-là, mais c'est sûr qu'on le sait que c'est un écosystème qui est complexe. Il y a des enjeux, il y a des luttes, il y a des alliances, il y a des querelles, il y a des belles réussites autour de tout ça. Mais quand on le décortique sous l'angle, je sais pas moi, l'angle philosophique pour parler de la culture, du rôle de passeur culturel de l'enseignant, de l'enseignante, quand on le regarde d'un point de vue des ressources humaines pour penser que, ben effectivement, quand on forme adéquatement les enseignants et les enseignantes, ben ça a inévitablement un impact sur la qualité de l'enseignement, puis donc de l'atteinte de la mission de notre système scolaire, les enjeux éthiques, j'en passe et j'en passe. Donc, je trouve qu'on a enrichi vraiment notre perspective sur le système scolaire. Absolument. Puis on le sait, du côté des fondements de l'éducation, il y a quand même des privilégiés. Bon, la sociologie en fait partie, la philosophie aussi. Bon, l'histoire, bon, je fais partie de ceux qui pensent qu'elle devrait occuper plus de place, de l'histoire et les Sciences Po, mais tout de même, on a une certaine présence de ces disciplines-là. Mais je trouve que ce que j'apprécie, en fait, c'est justement au cours de la saison, c'est qu'on ait reçu aussi des chercheurs qui vraiment évoluent dans des disciplines beaucoup plus marginales dans le domaine des sciences de l'éducation. Je pense par exemple aux sciences des communications. Tu nous enseignais les ressources humaines également. Bon, il n'y a pas une pléthore de chercheurs au Québec qui évoluent au sein des sciences de l'éducation qui proviennent de ces champs-là. Puis on a vu toute la richesse, en fait, de leur regard, tout l'apport de ces disciplines-là. Et j'espère sincèrement que nos auditeurs, nos auditrices, bien sûr, ont apprécié autant d'être en contact avec ces regards-là, mais même que peut-être qu'on les aura attirés à en apprendre davantage à l'égard de ces disciplines-ci. Oui, puis je trouve aussi que les interventions qu'on a entendues tout le long de la saison, c'est qu'en fait, on a eu... il y a certaines tendances de fond qui sont ressorties aussi quand on pense à la centralisation des pouvoirs, donc le manque de reconnaissance aussi du personnel enseignant, la pénurie de personnel enseignant qualifié et ses effets. Donc, il y a toutes sortes d'éléments. Puis, ça fait écho aussi à d'autres travaux, notamment un ouvrage de Maurice Tardif qui relevait ces éléments-là qui sont présents dans l'histoire de la profession enseignante depuis les années 1800. Là. Donc, c'est des préoccupations contemporaines, mais qui prennent leurs racines vraiment dans des décisions politiques qui se sont succédées depuis toutes ces années. Là. Absolument. Si on avait à tenter de trouver des liens entre chacun de nos épisodes, assurément, ce regard-là un peu critique sur l'évolution de la profession enseignante en serait sans doute un. Également, le regard critique sur le partage des rôles et responsabilités avec, comme tu le dis, une centralisation de plus en plus marquée à Québec, donc au ministère ou encore autour du bureau du ministre même. Est-ce que tu en vois d'autres, des liens entre les épisodes? Oui, effectivement. Moi, je pense aussi à toutes les attentes à l'égard des enseignantes et des enseignants. On peut faire des liens, par exemple, on s'attend d'eux et d'elles qu'elles soient des pédagogues humanistes cultivés quand on pense aux épisodes des deux Denis, Jeffrey et Simard. On veut aussi qu'ils soient autonomes, qu'ils soient critiques des courants, des approches qui marquent les époques. Quand on pense à Mathieu Bégin ou même Andréanne Lebrun en histoire, mais il y a tout cet élément-là. Il y a aussi, quand on pense, Denis Jeffrey en a parlé, Anne-Michel Delobe, Andréanne Lebrun, Jean Bernatchez ont parlé du manque d'autonomie ou du manque de reconnaissance ou d'une certaine volonté de contrôle de la part du ministère. Donc ça, c'est des liens évidents que je fais de mon côté. Il y a aussi tout l'enseignant et l'enseignante au cœur du lien entre l'école et la communauté, notamment nos collègues de l'UQAM, là, Julie et José, qui ont abordé ça. Puis tous les épisodes
de Denis Jeffrey sur la sociologie compréhensive ou de Canisius Camanzi sur les inégalités scolaires, d'Andréane Lebrun sur l'histoire, ont montré que l'éducation est toujours aux premières loges des problèmes sociaux. Les enfants rois, la crise de l'autorité, l'école à 3 vitesses, la pénurie des enseignants qualifiés. Moi, on dirait que il y a une expression de feu Antoine Baby qui me revient en tête, qui avait déjà écrit que le système d'éducation, c'est le site d'enfouissement des problèmes de la société. Donc, quand on voit quelque chose qui se passe, qui va pas bien dans la société, ben on pèle ça à l'école, puis on dit, il faudrait que les enseignants et les enseignantes s'occupent de ça. On voit une montée des ITSS, mais on repelte ça à l'école, puis on dit qu'il faudrait que les enseignantes abordent ça à l'école. Les enfants ont de la misère à se faire un budget, il faudrait que les enseignantes et les enseignants parlent de ça à l'école. Puis, ce faisant, mais on déresponsabilise d'autres acteurs, comme les parents, souvent qu'on laisse un peu de côté dans l'équation. Puis l'épisode de Julie et José sur la collaboration école-communauté-famille nous a bien ramené ça, je trouve. Là. Absolument. C'est une belle ou une horrible image, cette vision-là d'un site d'enfouissement. Mais en même temps, je trouve qu'elle est très parlante. Est-ce qu'on n'assiste pas à l'heure actuelle à un trop-plein de ce site-là? Est-ce qu'on en demande trop à l'heure actuelle à l'école, puis on n'a plus d'espace pour traiter tout ça? Moi, j'ai l'impression que oui. Puis il y a aussi, mais quand on parle de tout ça, on peut pas faire autrement que de voir une complexification puis une intensification de la tâche enseignante. Les enseignantes doivent composer avec un paquet de réalités qui dépassent le cadre scolaire. Là. Les enfants qui vivent la violence à la maison, qui mangent pas, eux autres, ils doivent composer avec ça dans les classes, en plus des problèmes des difficultés d'apprentissage, d'adaptation, l'intégration, qui a des belles vertus, mais qui pose d'importants défis. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a une réflexion sérieuse à avoir parce que je trouve qu'on banalise le rôle des enseignants et des enseignantes. On dirait qu'on ne se rend pas assez compte de la complexité de cette tâche-là. J'avais un mince espoir pendant la pandémie, quand tous les parents de jeunes enfants avaient leurs enfants avec eux à la maison, puis que là, on voyait ça sur les réseaux sociaux. « Hey, chapeau aux enseignantes et aux enseignants, j'ai juste mes 2 enfants, puis je suis à bout. » Mais une fois que la normalité s'est réinstallée, ben, on oublie les miracles qu'ils accomplissent et qu'elles accomplissent chaque jour. Ah, t'as entièrement raison. Je te mène complètement ailleurs cette fois-ci. Bon, je l'ai mentionné tout à l'heure, on passe notre vie à étudier ces questions-là de système scolaire, principalement au Québec. Est-ce qu'à un moment de la saison, un de nos intervenants a parlé de quelque chose et que tu t'es dit, ben, ça, je connaissais pas ça. Est-ce que ça c'était un aspect vraiment moins connu pour moi? J'apprends réellement quelque chose. Mais tu l'as évoqué tout à l'heure, mais il y a des disciplines qu'on pourrait qualifier de marginales dans le champ des sciences d'éducation, dont les sciences de la communication, des communications. Mais c'est sûr que moi, pour cet épisode-là, m'a un peu me fait me poser plusieurs questions parce que il y a toute la question de la désinformation des médias sociaux, le rôle des enseignants et des enseignantes dans l'apprentissage du numérique. C'est une autre affaire là, qu'on demande aux enseignants et aux enseignantes de dire, il faut sensibiliser les enfants aux fausses nouvelles, aux impacts des médias sociaux. Elles-mêmes, les enseignantes doivent se poser des questions puis se regarder aller sur les médias sociaux. On a parlé des enseignantes influenceuses. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Donc, ça, c'est un élément qui m'a étonné. Comme je le mentionnais dans la synthèse de cet épisode-là, mais l'épisode aussi
sur la culture autochtone, c'est quelque chose que moi, j'étais vraiment pas familier avec ça. Puis on a appris beaucoup de choses dans cet épisode-là. Je pense aussi à certaines choses où des choses même que j'enseigne, par exemple le regard juridique, mais où il y avait comme certains éléments qui pouvaient un peu m'échapper. Je pense à la responsabilité civile des enseignantes et des enseignants que le Code civil délègue aux enseignants, aux enseignantes. Donc, il y a tout cet élément-là. Je l'aborde dans mes cours aussi, mais avec une précision comme Geneviève nous amenait, c'est intéressant. Puis il y a aussi un élément dont on entend parler un peu dans les médias, mais toute la question du devoir de loyauté que discutait avec nous Mathieu Bernière en disant, ben moi, comme enseignant, je peux prendre la parole. Il faut juste que je sois prudent puis je fasse attention à ce que je dis et comment je le dis. Mais moi, ça, j'ai trouvé ça très rafraîchissant comme point de vue. Quelqu'un sur le terrain qui nous dit, ben non, on peut participer au débat dans la place publique. Là. Absolument. Et maintenant, si on regarde vers l'avenir, là, tu nous parles de Mathieu Bernière. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut réfléchir à une saison 2, par exemple? Comment ça pourrait prendre forme? Est-ce qu'on continue de multiplier les regards, qu'on en approfondit certains? Bon, on a déjà eu deux épisodes sur la sociologie de l'éducation. J'imagine qu'on a fait le tour. Alors, je te taquine. Absolument pas. Mais non, ou encore, est-ce qu'on va plus vers des acteurs comme Mathieu Bernière sur le terrain qui pourraient nous parler de leur profession? Comment on peut imaginer l'avenir, Frédéric? Moi, je serais partant pour une deuxième saison et aller chercher aussi des acteurs qu'on pourrait qualifier de périphériques, mais je pense au comité de parents, à des acteurs comme ça. Il y a des représentants aussi des cadres scolaires, puis donc d'aller voir, comme tu dis, un peu la réalité sur le terrain dans tous ces éléments-là. Puis il y a sûrement des regards auxquels on n'a pas pensé, puis que ça serait intéressant sur lequel ça serait intéressant de se pencher. Là. Alors, le système scolaire québécois en 12 regards était un balado développé par l'Université du Québec à Rimouski. Comme il s'agit du dernier épisode, nous tenons sincèrement à remercier Mathieu Lausier et Sébastien Resmond à la technique, ainsi que le Centre Apprentissage, Réussite et Pédagogie universitaire, le CARPU, et le Décanat de la recherche de l'Université du Québec à Rimouski pour leur soutien financier. Enfin, nous vous remercions, vous, le public, de nous avoir accompagnés fidèlement dans cette aventure. Nous vous rappelons enfin que pour en apprendre davantage sur les éléments abordés à l'intérieur de ce balado, nous vous encourageons à vous procurer l'ouvrage de Système scolaire québécois en 12 regards, publié aux presses de l'Université du Québec et dirigé par moi-même, Olivier Lemieux, et par Frédéric Deschenaux.